Est-ce que ça vous dirait pas une petite balade en forêt pour profiter de la nature? Quelle que soit votre réponse à cette question, vous avez normalement compris de quoi je parle. Et pourtant, figurez-vous que ça fait à peine plus d'une centaine d'années qu'on fait des balades en forêt. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien évidemment, on a toujours marché, y compris dans la forêt, les pieds c'est notre plus vieux moyen de locomotion, donc qu'on doive aller chasser, commercer ou détruire l'anneau unique dans la montagne du destin, il n'y a pas 56 solutions. On prend son petit sac à dos et on part à travers champs. Je pars pour une aventure! Mais pendant longtemps, c'était une nécessité, pas un loisir. Cela dit, avec la révolution industrielle, de nouveaux moyens de locomotion sont apparus, on a de plus en plus habité en ville, et le besoin de marcher est devenu plus rare. Alors, les bourgeois pouvaient toujours se promener dans leur jardin ou leur bout de forêt privative, mais les ouvriers des grandes villes, pas tellement. Jusqu'à ce qu'ils en aient marre de jamais voir un brin d'herbe et qu'il y en ait un qui dise aux autres « Eh les mecs, ça vous dit d'aller faire une balade dans la nature ?»« Ouais !» Mais c'est quoi une balade? Ah oui, et qu'est-ce que t'appelles la nature? Eh bien, c'est précisément les questions que s'est posée l'historienne Claire Milon dans sa thèse intitulée Le sens de la marche, qui étudie la naissance de ce nouveau loisir dans l'Allemagne de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et on parlera plus précisément de son article publié en 2023 dans la revue 1900, Trouver son chemin, les premières randonnées de la population ouvrière berlinoise, 1891-1914. Alors, on attrape une gourde et un sac à dos, bienvenue dans un vide de recherche. Initialement, la randonnée elle apparaît en Europe occidentale au début du 19e siècle comme une pratique bourgeoise, principalement inspirée par les élites artistiques intellectuelles et par le romantisme. C'est à la toute fin du 19e siècle qu'elle se démocratise et que les catégories ouvrières vont progressivement avoir accès à la marche récréative. C'est notamment intéressant d'étudier ça en Allemagne parce que la période est véritablement marquée par une explosion démographique. Pour donner un ordre d'idée, la population de Berlin c'est 40 000 habitants en 1848 et plus de 2 millions en 1910. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Si on se le représente visuellement, on passe de ça à ça. Donc, sans grande surprise, les plus pauvres s'entassent en ville dans des logements insalubres et c'est dans ce contexte qu'ils vont investir la nature comme un espace d'émancipation. Déjà, on peut voir l'importance que prend la randonnée en regardant juste l'évolution de l'utilisation du mot allemand wandern, qu'on traduit aujourd'hui par le verbe randonner. À la base, il veut plutôt dire migrer ou se déplacer pour chercher du travail. Et c'est début 1800 que le mot commence à prendre le sens de promenade, mais uniquement chez les élites, alors qu'il reste vraiment associé au travail pendant tout le 19e siècle pour les classes populaires. Et dans l'étude des différents corpus, on peut vraiment dater à 1911 le moment où ça y est, la bascule s'est faite et on commence à utiliser majoritairement le terme pour désigner le plaisir de la marche libre. Le but de l'article, ça va donc être d'étudier comment se fait cette appropriation de la nature par les ouvriers. Mais bon, vous vous doutez bien qu'on n'a pas pu aller les interroger directement, ces ouvriers, donc Claire Milon a donc dû faire un travail d'historienne pour reconstituer tout ça à partir de sources diverses. Alors, vous le savez, les historiens, ils bossent avec des archives. Ici, tout commence avec une association clé, les Naturfreunde, littéralement les Amis de la Nature, fondée à Vienne en 1895. Oui, alors, petite précision, je parle allemand comme une vache espagnole, Ich spreche Deutsch as a Möme con Flamenco. Donc, la prononciation ne va pas s'améliorer, mais promis, je vous affiche tout à l'écran. D'accord, faisons comme ça. Donc, les Amis de la Nature, c'est une organisation socialiste qui veut permettre aux ouvrières et aux ouvriers d'accéder aux loisirs de plein air. Le mouvement se diffuse en Allemagne depuis la Bavière et finit par s'implanter à Berlin début 1900. Bon, à partir de là, je vous passe un peu les détails, il va y avoir une scission parce que l'organisation de base, elle est jugée pas assez politique, comme quoi il y a des choses qui changent pas à gauche, et on se retrouve en 1909 avec deux associations de randonnée berlinoises, le Touristenverein die Naturfreunde d'un côté, donc ça c'est l'historique, et le Arbeiterwanderbund die Naturfreunde de l'autre. Ah non, mais je vous avais prévenu, Möme con Flamenco. D'ailleurs, pour la suite de la vidéo, je vais faire comme dans l'article, je les appellerai TVDN et AWB. Et c'est donc les revues et bulletins de ces deux associations qui forment le gros des archives. En parallèle, Claire Milon va aussi fouiller la presse socialiste de l'époque, notamment le grand quotidien du SPD, le Vorwärts, ce qui veut dire littéralement « en avant ».
Ça me dit quelque chose. Alors, petite parenthèse pour bien clarifier les choses, le SPD, c'est le Parti social-démocrate allemand, c'est le gros parti de l'époque, avec plus d'1 million d'adhérents en 1914, et le Vorwärts, c'est un peu le Libé ou le Monde Diplo des ouvriers allemands. On trouve à la fois des articles politiques, des débats sur le marxisme, et des annonces de randonnée. Donc, au milieu d'un papier sur la lutte des classes, tu pouvais tomber sur un petit encart qui disait « Dimanche prochain, grande balade dans la forêt de Grunewald, prévoyez un pique-nique et ramenez des copains ». Ces petits encarts, ils apparaissent à partir de 1910 et ils sont précieux parce qu'ils permettent de suivre, semaine après semaine, les itinéraires, les horaires, les points de rendez-vous, bref, de voir comment la marche s'installe dans le quotidien ouvrier. Ces archives permettent aussi d'avoir quelques données quantitatives, comme par exemple pour l'AWB, on sait qu'on est passé en 1910 d'environ 3144 personnes qui participent à environ 180 randonnées, à en 1912 6020 personnes qui participent à 251 excursions. Donc ça a quasiment doublé en 2 ans, ça permet de voir à quel point le loisir se diffuse à ce moment-là. La recherche s'arrête cependant en 1914 parce que le but c'est vraiment d'étudier la naissance de cette pratique et qu'après la Première Guerre mondiale, ces mouvements de retour vers la nature vont être pas mal récupérés par certaines idéologies et ça en change pas mal le sens. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Et pour finir, elle croise tout ça avec d'autres matériaux, des récits d'ouvriers, souvent a posteriori, et aussi une grande enquête menée par Adolf Levenstein, un sociologue de l'époque, qui a interrogé plus de 5000 ouvriers allemands sur leurs rêves et leurs loisirs. Par exemple, on a directement cette question qui est posée, que feriez-vous si vous aviez du temps pour vous? Et on a 11% des ouvriers interrogés qui répondent « j'irai dans la nature ». Alors ce chiffre est ultra conséquent, mais il ne nous dit évidemment pas combien de personnes allaient réellement se balader le week-end. Par contre, ce qu'il nous montre, c'est que dès les années 1900, la marche faisait déjà partie de l'imaginaire ouvrier et c'était plus juste une originalité bourgeoise. Et comme je le disais, cette enquête, elle fournit des données précieuses pour reconstituer le point de vue des ouvriers. Comme on en a un par exemple qui nous dit « dans la forêt, je n'entends pas le cliquetis de la machine ». Ça permet de voir à quel point ce temps dans la nature, il était vraiment mis en opposition avec l'usine bruyante. On en a par exemple un autre qui nous dit « Dans la forêt, j'observe les plantes et les animaux, c'est une activité très captivante, par exemple lorsque j'observe une colonie de fourmis. » Ça par exemple, ça atteste qu'il y a vraiment une attention particulière qui est portée aux espaces qui sont traversés lors de la randonnée. Mais là, je commence déjà à présenter quelques résultats, donc allons-y. Qu'est-ce qu'elles nous révèlent, ces différentes sources ? Comme on l'a dit plus tôt, on voit un véritable engouement pour la marche qui se développe de plus en plus et les associations voient leur nombre d'adhérents augmenter sur toute la période. Cela dit, tous les randonneurs ne sont pas membres des associations et le compte-rendu de la WB nous révèle par exemple qu'en 1911, 3144 personnes ont pris part aux randonnées dont environ 895 femmes, soit un petit tiers, ce qui montre bien que les excursions étaient mixtes. Et d'ailleurs j'en profite pour souligner que c'était pas si courant à l'époque pour une femme de porter un pantalon. Les randonnées sont donc organisées le dimanche ou les jours fériés, évidemment il n'y a pas trop moyen de faire autrement quand la journée à l'usine compte déjà entre 10 et 12 heures de travail, pour une moyenne d'environ 18 km par sortie. Donc ça commence quand même à faire des belles promenades, du genre 6-7 heures, et si on regarde où ils marchent, c'est principalement autour de Berlin. L'autrice a pu reconstituer cette jolie carte qui nous montre les lieux de balade les plus fréquents, et on voit que 95% des randonnées se font à moins de 65 km de Berlin. Les forêts de Grunewald, les lacs du Müggelsee, principalement des lieux accessibles en train et pour la journée. Mais une chose importante à noter, c'est que pour la plupart des ouvriers, en fait, c'est pas du tout une découverte de la nature. L'exode rural est encore très récent et donc, pour beaucoup, c'est des paysages dans lesquels ils ont grandi. Certains ouvriers disent que la nature leur rappelle leur enfance, d'autres décrivent la forêt comme un refuge, sans patron, sans bruit de la machine, sans chronomètre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en général, c'est des gens qui ont connu un rapport utilitaire à la nature. Du genre, on va dans la forêt, mais pour couper du bois, pour chasser ou pour cueillir des champignons. Et là, on voit comment petit à petit, la nature est réinvestie, mais avec un sens nouveau, à savoir devenir l'opposé de la ville industrielle. La nature devient un lieu de respiration, mais aussi d'émancipation. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. Et quand on recalcule le rythme moyen des randonnées à partir de ce qu'on trouve dans les revues, en fait on s'aperçoit qu'ils marchent hyper lentement, genre entre 2,4 et 2,8 km/h. À titre d'exemple, 2,5 km/h, ça donne à peu près ça. Vous voyez qu'on n'est pas dans l'ultra-trail. Petite précision, on connaît juste le temps total qu'ils ont mis à faire les randonnées. C'est aussi possible qu'ils marchent vite et qu'après ils fassent des méga longues pauses. C'est une possibilité. Dans un cas comme dans l'autre, on voit que les randonnées, c'était vraiment l'occasion de prendre le temps, d'observer son environnement et d'avoir de grandes discussions. Mais justement, on parle de quoi pendant les randonnées ?
Les associations socialistes ne se contentent pas d'organiser des balades. Leur but, c'est aussi d'éduquer les ouvriers à la nature. Dans leur bulletin, on retrouve par exemple des articles qui expliquent comment lire une carte topographique, comment reconnaître des arbres, ou même comment observer la faune sans la déranger. Je reconnais, c'est un arbre. Une sortie pouvait s'arrêter devant une carrière ou un champ pour discuter géologie, écologie, histoire du paysage. Bref, la marche devient un exercice d'observation collective. Et c'est là que ça devient proprement politique. Dans une société où les espaces naturels appartiennent à des propriétaires privés ou à des clubs bourgeois, le simple fait pour les ouvriers de se promener librement est déjà une affirmation d'égalité. Les Naturfreunde défendent l'idée que la forêt et la montagne ne doivent pas être réservées à une élite ou à des clubs alpins élitistes, mais doivent être accessibles à tous, au même titre que l'accès à la culture ou à l'éducation. Alors, cela dit, ce nouveau loisir ne fait pas l'unanimité. Il sera parfois mal vu au sein des organisations de gauche, certains socialistes critiquant ces loisirs ouvriers qu'ils jugent trop bourgeois, et surtout, ils les accusent de détourner les travailleurs de la lutte politique. Ah bah c'est bien joli d'aller respirer des fleurs tous les dimanches, mais après, pour la Révolution, il n'y a plus personne. Mais ce que montre Claire Milon, c'est qu'en réalité, la frontière entre loisirs et politique, elle est poreuse. Ce qu'expliquait le président de la section berlinoise du Touristenverein, c'est notamment que la randonnée, en fait, elle est utile à la lutte politique parce que les ouvriers, quand ils reviennent de la forêt, ils sont ressourcés, ils sont pleins d'énergie et donc ils sont plus actifs dans la lutte. Et d'ailleurs, les randonnées elles-mêmes deviennent des lieux de militantisme. On distribue des tracts, on distribue des brochures, on fait des débats politiques avec les locaux, on s'arrête pas de militer. En fait, il faut savoir qu'en Allemagne, depuis une loi de 1908, si les autorités classaient une association ouvrière comme politique, elles pouvaient limiter fortement ses activités, notamment auprès des jeunes. Du coup, en se présentant comme de simples clubs de randonnée, les Naturfreunde, ils pouvaient en fait continuer plus facilement à diffuser leurs idées. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, pour l'année 1910, c'est un tiers des sorties de l'AWB qui sont annulées à cause de manifestations. Ah bah oui, la rando c'est bien joli, mais s'il y a manif, il y a manif. Donc on peut raisonnablement penser que ça les empêche pas d'être militantes. Et d'ailleurs, les compétences des randonneurs, comme la lecture des cartes, l'organisation des trajets ou la connaissance des environs, elles servaient directement l'action militante. Tout ça pour dire que la marche n'est pas une parenthèse, c'est une autre façon de militer, de faire corps, d'apprendre à marcher ensemble, au sens propre comme au sens politique. Ce qu'on appelle la nature, eh bien ça ne va pas de soi. C'est ce qu'on appelle une construction sociale. Et ce qui est marrant à voir, c'est que la description même qui est faite des environnements naturels, elle change complètement en fonction de l'idéologie politique de celui qui les décrit. Claire Milon s'appuie sur des travaux d'historiens qui ont étudié des associations bourgeoises et nationalistes de randonnée pour montrer que ces dernières véhiculent une vision compétitive et hiérarchique de la nature. Dans ces cercles, la marche et la montagne sont pensées comme des écoles de discipline et de virilité. La nature, c'est vu comme un espace d'ordre et de rivalité, c'est la loi du plus fort. Cette lecture sociale darwinienne du monde naturel sert alors de justification biologique aux hiérarchies sociales et nationales, comme si la lutte pour la survie dans la forêt devait aussi s'appliquer à la société. Regarde cette nature hostile où tout le monde se bat pour sa survie, c'est ça l'ordre naturel des choses. Alors qu'à l'inverse, pour les randonneurs socialistes, la nature elle est vue comme un espace du commun, c'est vu comme un lieu d'équilibre, de coopération, presque une sorte de modèle social à imiter. Dans les textes des Naturfreunde, la forêt est souvent décrite comme un organisme solidaire, chaque arbre pousserait harmonieusement avec les autres, toutes les espèces coexistent, tout est interdépendant, c'est magnifique, c'est une métaphore du collectif ouvrier. Regarde cette nature harmonieuse où tous les êtres vivent en symbiose, c'est ça l'ordre naturel des choses. Et c'est ça la force de ces randonnées ouvrières. Elles ne sont pas seulement un moyen d'évasion, elles portent une vision du monde, une construction sociale du monde naturel qui reflète la société politique qu'on voudrait construire. Alors au fond, la nature, c'est pas juste des oiseaux, des arbres et les pique-niques du dimanche. C'est une idée sociale et politique qui a évolué dans le temps. Ce que montre Claire Milon, c'est que quand les ouvriers berlinois se mettent à marcher, ils ne découvrent pas la nature, ils la construisent. Ils en font un espace de liberté, d'égalité, de collectif qui se conçoit comme le parfait inverse de la ville industrielle et aliénante. Et la nature qu'on contemple encore aujourd'hui, elle n'est pas neutre. Elle porte encore en filigrane les regards et les luttes de ceux qui ont, un jour, appris à la parcourir autrement.
Cet épisode d'Addict de recherche est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo si ça vous a plu. J'en profite pour faire un gros bisou à Claire Milon qui soutient sa thèse ce 21 novembre 2025 pour devenir doctoresse en histoire. J'espère que le sujet vous aura plu et si vous voulez plus de contenu en sciences humaines, il y a bien sûr le site de Mondes Sociaux. Je vous fais des gros bisous et à bientôt!